Sa vie a complètement basculé quand il a eu un AVC. Ça a littéralement changé sa façon de voir les choses. Il est passé à 2 doigts de la mort et nous ramène toutes les perles de sagesse et tout ce que ça a transformé dans sa vie. Aujourd'hui, les amis, on va rentrer dans la tête de quelqu'un qui a créé l'impossible dans sa vie et à plusieurs reprises. C'est Lorenzo Pancino, un entrepreneur, voix off, homme de médias incontournable qui est littéralement incroyable. Il y a quelques mois maintenant, il a eu un AVC foudroyant et il a failli mourir. Il est passé à 2 doigts de ne plus pouvoir nous faire de voix et faire le con sur les antennes. Et heureusement pour nous, il est de retour et il va nous partager ce que ça a changé dans votre vie. Une discussion remplie de pépites, remplie de perles de sagesse, remplie d'apprentissage sur la vie que je vous invite vraiment à découvrir. Ça pourrait bien, à votre tour, transformer votre vie. Bon visionnage de cette conversation avec Lorenzo et je vous dis à tout de suite. Laissez un maximum de pouces. À toutes. C'est parti. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous avons la chance, l'honneur, le plaisir de recevoir Lorenzo avec nous. Lorenzo Pancino, comment vas-tu? Comment ça va mon Enzo Superstar? Ça va bien? Eh bien écoute, ça va. Je suis très heureux, très content de t'accueillir aujourd'hui avec nous sur le podcast. Tu es en forme? Ah, je suis en pleine forme. Écoute, dans le sud de la France, je sais qu'il y a un lien entre Saint-Domingue et le sud de la France direct. Tu vois, on peut même se serrer dans les bras. Voilà, et se faire des bisous à distance. C'est cool. Ça me fait super plaisir de te retrouver et aujourd'hui on va faire du coup la mise à jour, l'update de l'interview que l'on a fait déjà il y a plus de 2 ans, c'est ce qu'on se disait. Ça fait déjà plus de 2 ans et demi qu'on avait partagé ton histoire. Donc Lorenzo Pancino, rapidement, même si on va vous mettre dans le i comme info l'interview initiale. Lorenzo Pancino, entrepreneur, serial entrepreneur, multicasquette. Tu as été animateur radio, tu as été voix off, tu as eu énormément de succès dans ces 2 grosses casquettes que tu as portées pendant très longtemps. Tu es passé à la télé, au cinéma, enfin en tout cas tes voix sont passées à la publicité, au cinéma, à la télé, etc. Tu as été la voix d'un dîner presque parfait pendant très longtemps, que les gens ont certainement entendu. En tant qu'animateur radio, tu as fait toutes les radios qu'ils pouvaient t'imaginer. Tu as eu ta propre émission sur Fun Radio pendant longtemps. Oui, le morning de Fun Radio, entre autres, oui, bien sûr. Tu t'es envoyé en l'air à la radio. Bref, tu as vécu en tout cas beaucoup de tes passions et de tes kiffs. Tu as également une casquette entrepreneur, une casquette d'investisseur. Aujourd'hui, tu es formateur également. Pour les stars, coach de stars, beaucoup. Dizaines de milliers de personnes avec tes formations en ligne que tu as impactées, que tu as coachées, que tu as touchées. Bref, ton impact, ton succès n'est plus aujourd'hui à discuter. Ceci étant dit, il t'est arrivé un truc incroyable entre l'interview qu'on a fait la dernière fois et aujourd'hui. Tu as pris une belle leçon de vie, je pense. Une belle baffe. Une belle baffe dans la gueule, comme on dit. Et aujourd'hui, du coup, j'aimerais qu'on voit un petit peu avec quoi le fait d'être passé à 2 doigts de la mort, sans avoir peur de dire les choses. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que tu vis aujourd'hui et quelles sont surtout les décisions que tu prends au quotidien dans ta vie perso, mais également dans ta vie d'entrepreneur? Parce que peut-être que toi qui nous regardes derrière, tu as envie de sacrifier un bout de ta vie à ton succès. Toi aussi, tu es acharné à vouloir une vie différente, une vie trépidante, une vie passionnante. Et donc du coup, à faire quelque chose d'impactant pour créer une entreprise, pour créer un projet passion qui a de l'impact, pouvoir en vivre et pouvoir vivre un peu ta meilleure vie, vivre de ta passion. Et tu te dis peut-être qu'il faut sacrifier sa vie, tu te dis peut-être qu'il faut sacrifier des années, tu te dis peut-être qu'il faut sacrifier des moments, tu te dis peut-être que la vie ou la réussite est un sacrifice. Et moi, j'aimerais qu'on discute de tout ça aujourd'hui et de voir un peu qu'est-ce que l'on ressent, qu'est-ce que l'on ressort surtout de tout ça. Mais avant tout, je ne pense pas que je t'ai posé cette question-là. Avant qu'on rentre dans cette… Je ne sais plus parce que tu as posé plein de questions en même temps. Exact, on va y revenir. Mais c'est pas grave, je vais repartir sur une question déjà. Avant ça, moi j'aimerais te dire, t'étais comment toi quand t'étais gosse? J'étais comment? J'étais coquin. J'étais à la fois, c'est marrant, j'étais à la fois réservé, mais en même temps, il faut savoir qu'à l'âge de 5 ans, je rêvais de voir mon nom en haut d'une affiche. C'est fou. À 5 ans,
très tôt, mais j'étais légèrement timide. Le truc, c'est que je faisais partie, ça je l'ai compris quelques années plus tard, c'est que je faisais partie d'une famille de grandes gueules. Mon père est artiste peintre, philosophe, intellectuel, etc. Grande gueule. Ma mère est pharmacien, grande gueule, intellectuel, grande gueule. Mon frère, grande gueule. Et moi, je suis arrivé derrière, le petit, il fallait que je me fasse entendre. Et j'ai compris, mais longtemps après, pourquoi est-ce que je voulais me taper du poing sur la table? C'est parce qu'il fallait que je me fasse entendre, sinon je me faisais bouffer. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, tiens, le micro, pour me faire entendre, il n'y a pas mieux. Et donc, à l'âge de 5 ans, je rêve de faire entendre ma voix partout dans le monde. Et c'est pour ça que peut-être qu'à l'âge de 19 ans, quand je suis monté à la capitale pour faire de la radio et de la télé et voir mon nom d'une affiche, ça a fait sens pour moi. Et c'est marrant aujourd'hui, quoi. C'est qu'aujourd'hui, je vis de ma passion. Depuis que j'ai 19 ans, je vis de ma passion. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu disais, est-ce qu'il faut tout consacrer à sa passion? J'ai envie de dire, ouais, parce que justement, tout peut s'arrêter en un quart de seconde. Le 27 septembre 2018, il est 18h10-15. Je me souviens pas. Je suis avec mon associé de l'Ornibox, Mathieu Quichel, que tu connais, et on rigole. Je suis avec Yannick Alain, que tu connais aussi. Il y a plein d'entrepreneurs du web. On se marre, on rigole. Ouais, ouloulou, tu me connais. Et tout à coup, je vois plus rien. J'ai mon œil, je dis, mais merde, c'est quoi mes lunettes qui déconnent? Je vois plus rien. Et là, je me dis, oh là là, je dois avoir un problème de sucre. Je prends le volant pour rejoindre d'autres entrepreneurs au resto. Puis là, je dis à Mathieu, Mathieu, tu peux prendre le volant? Je vois plus rien, je sais pas ce qui m'arrive. J'appelle ma femme qui est elle est infirmière et elle me dit, écoute, appelle tout de suite le 15. On ne sait jamais si ça se trouve, tu as un AVC. Un quoi? Je dis quoi? Un AVC. Et là, t'as quel âge à ce moment-là? Est-ce que tu es plutôt en bonne santé? Est-ce que tu es sportif? Pour nous donner un contexte. Le contexte, déjà, c'était il y a 2 ans, 2 ans un peu, ouais, 2 ans à peu près, 2 ans, donc j'ai 54 ans, d'accord? Et je ne suis plus sportif comme avant. Il faut savoir que j'ai été très sportif. Moi, j'ai été présélectionné équipe de France de football, j'ai fait de la gym, j'ai fait beaucoup de sport. Je faisais jusqu'à 2 heures de sport par jour, etc. Puis j'ai tout arrêté à cause d'un problème de cervical. Et il y a 2 ans, il faut savoir aussi un truc, c'est qu'il y a 5 ans de ça, j'ai créé la machine que tu connais, l'Ornibox, et j'étais à fond, mais j'étais pas forcément dans ce que j'aimais le plus. C'est-à-dire que j'étais devenu un entrepreneur d'une solution qui n'a rien à voir avec ce que je suis moi, un saltimbanque, d'accord? Et j'étais à fond, on veut gagner, Adrien, c'est Adrien. C'était plus le côté artiste, c'était vraiment le côté entrepreneur. Voilà, c'est ça. Il y avait plus le côté entrepreneur. Et tout à coup, tout s'arrête. Je me retrouve aux urgences avec la tête comme ça. Et heureusement, je suis aux urgences, je suis avec Mathieu. Heureusement, je suis en pleine déconne. Je suis en train. Je dis, tiens, tu vas me chercher un sandwich, je ne voyais plus rien, grand-chose. Ils me disent, faut pas manger, monsieur, faut pas manger. C'est ça, mais j'ai faim. Il était 20h. Et là, il y a une nana qui passe qui me dit, mais qu'est-ce qu'il a, le monsieur? Elle passe. Elle me regarde et puis elle me dit, mais il n'a pas juste un problème d'anévrisme, il faut l'envoyer d'urgence en IRM. Et là, on m'envoie en IRM. J'ai ce qu'on appelle un AVC hémorragique. Il y a 2 sortes d'AVC. Il y a un AVC ischémique, qui est quand tu as les artères qui se bouchent, et hémorragique, c'est une rupture d'anévrisme. C'est-à-dire que c'est un vaisseau qui pète. Et ça fait, je crois, il y a 15% des gens qui ont des AVC de ce style-là. C'est-à-dire que moi, j'ai eu un caillou, ping, ça a pété, et ça s'est arrêté, tiens-toi bien, à 1 mm de la paralysie totale du corps et à 2 mm du cercueil. Et ça s'est arrêté. Comme si, tu sais, il y avait un signe qui disait « Hey, Lorenzo, stop it !» et je me suis arrêté. Et pendant 8-9 jours, je suis resté à l'hôpital en urgence avec les bili partout et je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Et pendant 1 an et demi, j'ai été complètement sonné. Comme si j'avais pris un grand coup de batte de baseball sur la tête. Et là, j'ai aussi pris conscience parce que tu sais, quand tout s'arrête, tout s'arrête. C'est-à-dire que tous tes rendez-vous, tu vois, imagine, ça c'est arrivé 2 heures avant notre rendez-vous là.
on ne le faisait pas et je ne te prévenais pas et tout s'arrête. Mais finalement, est-ce que la Terre s'arrête? Ben non. C'est ça la grande leçon. C'est que finalement, tout ne s'arrête pas. Et ce qui est d'important, c'est que c'est l'après. Parce que j'ai eu un passage de déni complet. Genre, mais non, ça ne peut pas m'arriver à moi. Donc, à une passade en mode. Quand tu étais à l'hôpital, tu veux dire? À l'hôpital, heureusement, j'avais Netflix. Quand est-ce qu'eux vont communiquer? Quand est-ce qu'ils vont te dire que c'est grave, que tu as fait une rupture d'anévrisme, que tu peux… Écoute bien, le truc, c'est là où il y a des moments où tu te dis, des fois, il y en a certains qui doivent changer de métier. C'est qu'il y avait un jeune qui était là, un jeune interne. J'étais dans le coltard complètement. J'étais en urgence, comme ça. J'étais comme ça. Je voyais rien, je voyais plus rien. Et là, j'entends une voix qui me fait Monsieur, restez éveillé, c'est très, très grave, c'est très, très grave. Vous pouvez mourir à tout moment, monsieur. Et là, dans ta tête, on te dit ça. Et là, dans ta tête, tu n'as pas vu tes enfants, tu n'as pas vu ta femme, tu ne sais pas ce qui se passe. Et on te dit, tu vas mourir. Et là. Ah, donc direct, dès que tu arrives, quoi, en fait. Non, c'est après l'IRM, tu vois. Après l'IRM. Ouais, quelques heures après, quoi. Quelques heures après, tu es dans le coltard. Et puis, juste à côté de toi, je ne sais pas si vous êtes déjà allé, je ne vous souhaite pas d'aller dans les urgences, mais tu te retrouves avec des grands accidentés. Et juste à côté de moi, il y avait une dame qui hurlait. Ah! Et donc, tu es dans un climat de mort. Et puis, tu as mal à la tête et tu vois rien. Donc, en plus, tu es vraiment focalisé sur tes oreilles. Ah ouais, et puis tu te pisses dessus. Il y a tout qui va bien. Il y a tout qui va bien. Ouais, à ce moment-là, bien précis, je me dis waouh, qu'est-ce que je te dis, qu'est-ce que je fais? Et donc, il y a un docteur qui va t'expliquer le même jour, le jour même. Il y a quelqu'un qui me dit Monsieur, vous avez eu un AVC hémorragique et on va vous mettre dans une salle spéciale en urgence. Et pendant. T'as jamais perdu connaissance du coup? Aussi, pendant, là, quand j'étais aux urgences, dans la salle d'urgence, qui a duré 24 heures, j'ai perdu connaissance, où je tombais en tout cas très vite dans les pommes. Je tombais, bim, je dormais pendant 10-12 heures, et après je me réveillais. Et j'avais un œil comme ça. Ouais. C'était chaud patate, hein, et puis au bout d'une semaine, ça allait mieux. L'hémorragie s'est arrêtée, ça c'est important. On m'a refait faire, je sais pas, j'ai dû faire 3-4 IRM dans la semaine et tout s'est arrêté. Ouais, non, avec tout seul, c'est-à-dire. De toute façon, l'hémorragie cérébrale, ils peuvent faire quoi de toute façon? Ils peuvent rien faire sur l'instant T. Ils peuvent rien faire du tout parce que c'est une hémorragie, donc il n'y a même pas de. Au début, ils me donnaient des antitentiomètres pour éviter la tension, tu vois. Mais au début, ils ont dit que c'était à cause de la tension, mais en fait, je ne fais pas de tension. Hein. Il y a plein de gens qui ont essayé de dire, ouais, c'est le stress, tout ça. Il n'y a pas de stress. C'est juste, ça peut arriver, et c'est là où c'est important, c'est que ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel âge. Et c'est là où, c'est pour ça que je dis, vis ta passion et vis-la à fond et arrête de repousser au lendemain parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à toi quand tu es sur ce putain de lit d'hôpital, que tu es vraiment en train de conscientiser qu'il y a un truc de ouf qui est en train de se passer, que tu as deux doigts de mourir? Là, je pleure parce que je ne peux pas voir mes filles et ma femme. Et je me mets à… Ouais, je me dis c'est fini. Je me dis mince, tout à coup c'était génial, la vie était géniale, et puis tout à coup tout s'arrête. Et je peux même pas prévenir je peux même pas en parler à mes enfants, je peux rien dire. Tout s'arrête. Donc je suis pas. Et ça dure pendant 48 heures. Au bout de 48 heures, je me dis non, c'est fini, c'est terminé. Je positive, moi. Je positive toujours les choses. Je me dis, ça y est, c'est terminé. C'est bon, là. L'hémorragie s'est arrêtée, tout s'est arrêté. OK, on me met les bip-bip partout, là, les sondes, mais c'est terminé. Je vais m'en sortir. 48 heures. Ouais, 48 heures pour braver la mort. Voilà, 48 heures. On appelle, je crois, 48 heures chrono. C'est beau. C'est beau. Et alors, c'est un sujet qui me touche particulièrement d'en parler aujourd'hui, et c'est pour ça que ça me fait aussi beaucoup de bien de parler de ça avec toi aujourd'hui.
Ma mère vient de sortir de réanimation. Ah, Elle est rentrée tout juste à la maison. de réanimation Covid ou réanimation Covid. AVC? Ah, parce que ma Du mère jour, aussi. du Ma mère jour au aussi. lendemain. Ah ben Du moi jour au aussi. lendemain. Et le Covid, Hmm. dans 1 heure, on va intuber votre maman, c'est fini. Oh, ben voilà. Et comme toi, chouk balaboum, abracadabra, terminé. 1 heure après, elle va mieux. Ah ouais, mais toi, 1 heure après, ouais. Ah ouais. Et enfin, en tout cas, à quelques heures d'être intubée. Donc, c'était 2 jours après qu'elle soit arrivée à l'hôpital en réa. En gros, c'était bon, bah voilà, dans quelques heures, elle va mourir. Et dans quelques heures après, elle allait mieux. Ils savent pas pourquoi, ils comprennent pas trop pourquoi. Euh, et donc, du coup, moi, j'étais impatient qu'elle aille mieux, ne serait-ce que pour en parler avec elle, tu vois, comprendre Mais qu'est-ce bien que tu as sûr. vécu, les réflexions qu'on a sur nous-mêmes, etc. Et donc, c'est pour ça que je me sens encore Waouh. plus connecté avec le message que tu as à Mais nous tu sais que partager aujourd'hui. c'est Parce fou. que, Il tu sais, il y a s'appelle ce truc. Enzo. Il s'appelle Enzo. Je m'appelle Lorenzo. On a quand même des vies assez similaires, même si toi, tu es quand même plus jeune. Ma mère est sortie de réanimation il y a 2 semaines. Elle est Covid restée aussi. 3 semaines. Covid, mais terrible avec l'oxygène Ouais, ouais, ouais. et on nous disait tous les jours, à tout moment, tout peut s'arrêter. Et je pense que ta mère, c'est la même chose. On l'a pas intubé parce qu'ils disent que dès qu'on intube quelqu'un, ben, il y a 100% de mortalité. Ouais, quasiment. Ouais, Voilà. ouais. Donc, Et waouh. c'est pour ça, c'est Ah marrant. oui. Enfin, c'est marrant, non, c'est pas marrant du tout. Non, c'est pas marrant, mais c'est Mais c'est une marrant. sacrée synchronicité, ouais. C'est une Et, sacrée quel âge synchronicité. elle a, ta maman? Elle est de 63, on Ah est oui, en elle quoi? a On est en mon âge. 2020, Elle a mon 57, alors âge. ton âge, ouais. Elle a Ouais. mon âge. Oh, elle a mon Ouais. âge. Non, Et mais c'est, I'm qu'est-ce young, que hein, t'en I'm young. penses? On est young. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Ça n'arrive qu'aux autres. Euh, non, 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 ça n'arrive pas qu'aux autres. La Mais est-ce que preuve. tu pensais ça? Est-ce que tu pensais ça ou pas? Est-ce que tu te Oui, dis oui, ça oui, toi? oui, 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 oui. Genre, comment c'est possible que ça m'arrive à moi, tu vois? Et je pense que ça. Je pense quoi qu'on le fasse, quoi qu'on dise, on pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres. De toute façon, c'est terrible. Mais là, c'est marrant, la première vague de Covid, c'est chez toi qu'il y a des perceuses, non? Ouais, j'ai des voisins sympas, on D'accord. construit beaucoup en ce Euh, moment. je, je pense que la première vague de Covid, de confinement, j'avais personne dans mon entourage qui était touché. Et Ouais, puis là, tout à coup, j'en ai de tous les tout le côtés. monde, ouais, Tout- complet. Hmm. tous les côtés. Maintenant, je suis extrêmement. Tu connais ma pensée là-dessus. La maladie existe. La maladie existe. La maladie est là. C'est une vraie saloperie. Maintenant, par rapport à l'événement qu'il y a Au autour, contexte, aux au contexte, la politiques. situation, moi, j'y crois pas une seconde. Je crois pas Ouais, une seconde. il y a des choses pas nettes là-dedans, quoi. Ouais, j'y crois pas, mais voilà, je suis pas dans le monde du complot, mais je me pose des questions. C'est-à-dire que je n'ai aucune vérité, mais je me dis, on est en train de nous en papaouter, quoi. Voilà, On est en tout cas en train de créer un monde nouveau voilà. où on est en train de passer des étapes qui sont importantes. Il y a des lois qui sont en train de passer, qui sont vraiment très dangereuses, qui Ouais. sont liberticides, pour que l'ONU, à un moment donné, elle-même dise à l'État français, dise à la France, attention, vous passez des lois qui sont pas très bien là. C'est un peu On est l'enfant d'accord. qui fait la morale au pas. Attention. On est en train de vivre un moment bizarre, en tout cas, ce qui est évident, Ouais. et un changement majeur. Mais tu es d'accord avec moi, Enzo, que nous, le nouveau paradigme avec le web, etc., on connaît. Savoir changement de paradigme, changement de société, on le connaît avec le web. C'est quelque chose qu'on vit depuis des années, des années. Mais là, on est en train de comme tu dis, c'est la liberticide. C'est-à-dire que tout à coup, on arrive presque dans un état totalitaire en nous faisant peur par rapport à notre santé. C'est terrible. C'est Et terrible. en même temps, c'est des mécaniques. Alors, j'ai pas envie de rentrer dans un débat théorique du complot, etc., parce que j'ai Non, non, clairement non, pas non. d'avis. Moi, j'ai tous les avis sur toutes les situations. Mais ce qui est intéressant, c'est que si tu veux, la santé publique, comme le terrorisme, c'est des rares sujets sur lesquels tu peux faire entendre raison à tout le monde.
C'est ça. C'est-à-dire que si demain je te dis attention, arrête de respirer parce que dans l'air il y a une bactérie dangereuse qui va faire que tu vas mourir, on a construit des bunkers, aller vivre sous la terre, les gens vont le faire parce qu'ils ont peur de mourir et ça sera une priorité et ils vont voir ça comme étant un acte de bonté de l'État d'assurer finalement leur sécurité. Mais c'est les rares raisons, c'est des rares sujets en tout cas sur lesquels on serait capable d'accepter une restriction aussi forte. Bien sûr. Mais c'est pour ça qu'ils le font. Est-ce que c'est un parallèle chanceux? Est-ce que c'est une politique qui profite d'une situation? Tu l'as dit, et je pense qu'on va clore là-dessus ce débat parce que de toute façon, on n'a pas de réponse, ni toi ni moi. C'est à qui profite le crime. Voilà. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu un film là-dessus. C'est clair. Non, mais c'est vrai. Moi, dans tout ça, en tout cas, ce que j'essaye d'en faire aujourd'hui, c'est de maximiser ma liberté. Donc là, je vais essayer de prendre un deuxième passeport. Je vais essayer d'étendre encore un peu plus ma liberté individuelle. J'essaye de me tenir dans une meilleure santé que je ne me suis jamais tenu, du sport, de la nutrition et surtout que je conscientise de plus en plus ma santé mentale. Ma santé mentale aujourd'hui est une priorité sur beaucoup de choses. C'est important ça, ouais. Et j'en fais vraiment un exercice quotidien avec une marche dans la nature, avec un peu de méditation, avec des choses comme ça au quotidien qui me permettent vraiment d'aller bien. Et je me coupe des news. Alors c'est très drôle, j'ai un voisin français là dans mon nouvel immeuble à Punta Cana. Et la semaine dernière, du coup, il m'a envoyé 3 slides du discours du président avec toutes les infos. Donc c'est ça, hein, les gens pensent que quand tu te coupes du monde, tu es complètement décalé. Ben non, il y a toujours quelqu'un pour te donner les infos importantes. Et moi, ce qui me ferait vraiment peur, c'est que demain, on referme les frontières des différents pays. Oui, c'est ça. Pour que je puisse voyager. Ça me fait un peu peur. Après, bah voilà, je vis sous un lockdown. Moi, ça fait 3 mois ici. On a eu d'abord 19h, puis 21h le couvre-feu. Et donc, on vit au couvre-feu. Mis à part ça, on n'a pas eu de lockdown complet, ce que vous avez eu, à ne plus pouvoir vraiment sortir de la maison, etc. Ouais, mais enfin, le deuxième lockdown, le confinement qu'on a eu, là, c'est quand même très, très léger. Hein. Tout le monde sortait dans la rue. Déjà, ils ont envoyé tous les enfants à l'école, ce qui veut dire que les enfants… Mais ça, j'ai pas compris. Moi non plus. On envoie les enfants à l'école, mais on envoie allez, alors attention, c'est dangereux, mais on vous met tous au même endroit et amusez-vous, crachez-vous dessus, contaminez-vous et puis revenez à la maison. Et dans les réfectoires, bah, vous pouvez retirer vos masques, mais en revanche, les restaurants et les bars sont interdits. Donc c'est n'importe quoi. C'est comme là, il y a une loi qui est passée comme quoi vous avez le droit d'aller à la montagne, mais vous ne pouvez pas prendre les remontées mécaniques pour faire du ski. Ah, tu sais, c'est beau la montagne. Ah, c'est beau, l'air frais, c'est beau, mais on ne peut pas faire de ski. Ah ouais, ça va être vite chiant quand même. Il y a des décisions économiques que j'ai pas compris. Ils ont fermé certains rayons dans des supermarchés? Oui, ça c'était avant. Comme ils ont fermé les librairies et tout ce qui est non consommable, eh bien, ils ont fermé dans les supermarchés aussi tous les rayons de librairies, de bouquins, de DVD, etc. Parce qu'il y a eu un tollé général des petits commerçants, et ce que je trouve complètement normal, mais la réponse était complètement nulle. Bon, après, voilà, je ne suis pas politique et ça doit être compliqué de prendre ce genre de décision, mais c'est n'importe quoi. Oui, mais si tu veux, à un moment donné, ce sont des décisions qui sont prises par des gens qui ne vont jamais dans les supermarchés, quoi. C'est du délire. C'est clair. Enfin, on revient toujours au même. Le problème du politique est très très loin du peuple, quoi. Ouais, c'est pour ça que moi aujourd'hui on est là. Ce qui est important, c'est, tu l'as dit, c'est la santé mentale. Moi je dis tous les jours à mes enfants qui n'arrêtent pas, parce que tu sais, quand tu es un peu confiné au bout d'un moment, même si nous on a un grand jardin, tout va bien, si on va pas se plaindre, mais à un moment donné, quand tu es les uns sur les autres, même si la maison est grande, tu as une tendance un peu à être agressif ou plus de pression, tu te retranches sur ton téléphone. Alors on essaie de
de créer des trucs sans téléphone, des moments sans téléphone. Mais qu'on le veuille ou non, il y a de l'agressivité, de la violence interne. Et je dis, mais essayez au lieu de dire que ta sœur, elle est nulle, machin, essayez de trouver des mots qui soient un peu plus positifs, c'est-à-dire d'essayer de rester positif, de ne pas être tout le temps dans le côté négatif. Dans la surenchère, alimenter la négativité. Quoi. Exact. Et donc, pour moi, le positif, c'est important de garder un mental positif et se dire comment est-ce qu'on ouvre l'esprit plutôt que d'exclure, c'est d'inclure, d'être dans l'ouverture et pas dans la fermeture. Ça, pour moi, c'est important parce qu'on a tous tendance à être dans le négatif, le côté obscur de la force, que moi je dis. C'est non, il faut aller chercher ce côté clair. Et c'est plus difficile d'aller chercher le côté clair de la force que le côté obscur. Et on en reparlera juste après, je me le note. J'ai fait une vidéo là-dessus qui sortira la semaine prochaine, je pense. C'est très drôle qu'on soit synchronisé encore sur ce sujet. Du coup, justement, le positivisme, tu vas en avoir besoin quand tu vas te reconstruire. Quand tu décides après le deuxième jour de « allez, je vais bien aller », qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens? Raconte-moi un peu. Je me sens… je me dis… En fait, au début, tu es dans une situation de déni, donc tu n'y crois pas. Tu te dis, ouais, bon, voilà, ça va revenir, quoi. C'est bon, c'était un passage à vide, ça va revenir. Et puis quand tu reviens chez toi au bout de 8-9 jours, tu te rends compte que tu es extrêmement fatigué, que tu dors 10-12 heures par jour. Ouais. J'ai des séquelles de l'œil. L'œil ne voit plus, d'ailleurs. Là, ça ne se voit plus, mais aujourd'hui, moi, je vois un peu troublé. Enfin, j'ai l'œil un petit peu bizarroïde. Bon, maintenant, et j'avais l'épaule gauche j'étais paralysé de l'épaule gauche. Je ne pouvais plus faire ça. J'étais comme ça. Maintenant, ça va, mais je ne pouvais plus le faire. Et j'étais extrêmement fatigué. J'avais plus du tout de… Et je suis passé au bout de 2 mois du déni à un peu une perte de conscience en fait, je m'en foutais de tout. Tu vois, le moine, je m'en foutiste. Je m'en foutais de tout. Et ensuite, je suis passé en mode dépressif. En mode de toute façon, c'est fini, quoi. Je suis résigné. Le mot, c'est résignation. C'est la résignation pendant plusieurs mois. À la vie, du coup? Non, pas à la vie. J'ai plus d'envie. Tu sais, moi, tu me connais avec la passion. Je suis comme toi. Je suis un passionné de la vie. Il joue pas un rôle. Là. Il vit comme ça au quotidien. Sa femme, faut le savoir. Non, mais vous voyez Enzo qui a 20 ans de moins que moi. On a le même niveau d'énergie. Voilà. Ouais. Sauf que toi tu as encore plus, parce que tu es allé vers le développement personnel plus tôt que moi, et donc tu as encore plus t'as une conscience beaucoup plus forte que la mienne. Moi, je partais un peu en mode yalla, moi j'étais un peu en mode saltimbanque. Toi, t'es devenu un businessman très très rapidement, toi. Là où moi j'étais pas encore trop dans ce domaine-là. Mais cette énergie-là, imagine, tu es dans une énergie de passion, puis tout à coup, tu passes en mode résignation. C'est-à-dire que plus rien n'est important pour toi. L'Erniebox, en plus, à ce moment-là, l'Erniebox, il a besoin d'un chef, il a besoin d'un leader, et je ne suis plus là. Donc, l'équipe fait tout ce qui est en son pouvoir pour essayer de redresser la barre, mais il ne prend pas forcément les bonnes décisions. Puis moi, je ne suis plus du tout là. Tu n'as pas envie. Je n'ai pas envie. Mais tu n'as envie de rien? Quand tu retrouves justement les retrouvailles avec ta femme et tes filles, par exemple, toi, il y avait ma femme, mes filles et mes parents. Ouais, mes parents qui étaient là aussi, ça m'avait fait bien plaisir. Parce que quand jour J, tu arrives à l'hôpital, la première chose qui te vient et que tu te dis merde, c'est ta femme, tes enfants. Ouais. Et du coup, quand tu les retrouves derrière, qu'est-ce qui se passe? Déjà, c'est une libération. Hein. T'es en mode waouh, ça y est, je reviens à la maison et je vois mes enfants qui sont venus me voir 2 fois à l'hôpital et qui étaient en pleurs. Ils me l'ont avoué plus tard. Ils me disaient qu'ils écoutaient une chanson en permanence et ça les faisait pleurer. Et j'en ai parlé à la grande il y a pas très longtemps. Je dis mais et si j'étais plus là? Ou si j'étais devenu un légume paralysé complètement, qu'est-ce que tu aurais fait? Et elle m'a dit un truc, elle me dit, j'aurais été extrêmement en colère,
j'aurais été en colère contre toi. Je dis, ah bon, mais je peux rien, moi. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, moi? Il dit, je m'en fous, j'aurais été en colère contre toi. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Parce que tu m'as donné plein de choses et tu m'as laissé me débrouiller. Et j'aurais pas accepté ça. Je dis, c'est fou, hein? Allez, 15 ans. Ouais. donc voilà, je suis content aujourd'hui de pouvoir toujours insuffler cette envie, cette énergie. Et aujourd'hui, voilà, ma grande de 15 ans, elle a envie d'une chose, c'est d'être un Enzo Honoré, tu vois, c'est de devenir, elle est en train de penser à comment être libre, voyager dans le monde, transmettre sa passion et gagner de l'argent parce que c'est important pour elle. Elle veut vivre des choses et la petite, elle veut être carrément, elle veut être célèbre et libre et gagner de l'argent. Princesse. Je veux faire princesse. Non, parce qu'elles n'ont pas cet esprit de princesse. Elles sont plutôt, tu vois, elles sont dans l'esprit TikTok. Ouais, entrepreneuse, mais TikTok, elles veulent faire des trucs. Et la petite, elle écrit beaucoup aujourd'hui. Elle écrit des bouquins, elle écrit des romans. Tu as fait des artistes. Ouais, des artistes ou en tout cas des passionnés, voilà, et des rebelles. Justement, dans ce retour à la normale, dans cette reconstruction, est-ce que tu as peur de plus être toi? Ouais. À ce moment-là, j'ai peur de plus être moi. J'ai peur de perdre la grincha, ce qu'on appelle. J'ai peur de perdre ce que je suis. Mais en fait, je sais même pas si j'ai conscience. À ce moment précis, là, on est en 2019, donc entre janvier et juillet, c'est important parce que c'est entre janvier et juillet 2019. Je me laisse complètement. Je te dis, je suis en mode dépression, donc je me laisse aller. Je prends plus de grandes décisions, je suis plus là. Et puis en juillet. Et c'est normal ça, de cette phase de dépression après un événement aussi fracassant? Ouais. Oui, j'aurais tendance à croire l'inverse, que tu te serais mis à croquer la vie du jour au lendemain. C'est quoi qui t'a fait déprimer? C'est voir que tu étais minimisé par rapport à avant? Ouais. Oui. Puis attention, un AVC, normalement, il te faut au moins 1 an avant de t'y remettre. Hein. Et là, ça faisait quelques mois à peine et j'étais en plein dedans, quoi. Donc, un AVC, on dit que normalement, alors un ischémique, c'est-à-dire avec le sang dans les artères qui se bouche, il faut 1 an. Là, dans l'hémorragique, il faut savoir que j'ai pris un grand coup sur la tête, tu vois. Ouais. Donc, il fallait que je m'y remette et j'étais pas prêt à me remettre parce que j'avais plus d'envie, j'avais plus rien, j'avais plus l'envie, l'enthousiasme, la passion, j'ai plus envie de créer. Alors, un truc important, toi qui es fan de développement personnel, à ce moment précis, j'ai eu tous mes amis, les gens qui sont dans le développement personnel qui m'ont dit « Ouais, Lorenzo, si tu as besoin, je suis là. Tiens, essaye telle thérapie et machin. » Et j'ai envoyé balader tout le monde parce que j'ai eu un rejet du développement personnel et je ne peux pas te l'expliquer. Et j'ai eu un rejet, comme si en fait je sentais au fond de moi que tout ça, c'était du bullshit. C'est dingue. Alors que je suis le premier défenseur du développement personnel, tu vois, à dire non. Mais j'ai fait le tri. J'ai fait le tri. Je sais qu'il y a des choses qui sont bien, puis il y a des choses qui sont moins bien. Voilà. T'avais dans tous les cas baissé les armes. T'avais pas envie d'accepter ta responsabilité. T'avais pas envie de bosser. T'avais pas envie de transformer ton truc là. T'avais juste envie qu'on te laisse tranquille. Ouais, j'avais envie qu'on me laisse tranquille. J'avais envie de. Ouais. Pour une fois, j'avais envie d'être en mode. À l'écart de tout. Voilà, plat, à l'écart, simple. Et en juillet. Mais quand même, avec ta femme, avec tes enfants. Normal ou non, rien, même là, envie de rien. Non. Avec ma femme j'étais. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que j'avais des excès de colère, genre un peu comme un toutes tes émotions qui étaient en PLS. Ouais. C'est-à-dire qu'un moindre truc, je jouais aux cartes,
tu me paraissais, je sais pas, il y avait un truc qui allait pas. J'envoyais balader les cartes, alors que jamais je fais ça, moi. Généralement, je m'amuse, quoi. Et si tu me montrais que tu étais en train de tricher ou que tu n'avais pas dit le bon truc au bon moment, je m'énervais, je me levais de table. Et j'avais des excès qui n'étaient pas forcément contrôlés, quoi. Ouais, qui sont pas toi, quoi. Toutes tes émotions étaient complètement exacerbées, ouais. Et en termes d'identité profonde, moi, ça m'intéresse parce que je sais que comme moi, tu t'es longtemps aussi pris un peu la tête avec ces questions-là. Qui je suis, comment est-ce que les gens me perçoivent, qu'est-ce que je dois faire, etc. Mm-hmm. Dans ta tête, et la petite voix de ta tête, elle n'a pas changé. Donc on se dit toujours les mêmes choses, j'imagine, ou pour nous, on est toujours le petit enfant, voilà. Et par contre, quand tu vois que ton corps répond pas comme tu veux, ou quand tu vois que, merde, il y a une différence entre ce qui se passe dans ma tête, ce que j'étais avant et ce que je suis maintenant, comment est-ce qu'on vit ça? Ben, là, c'est pas une question. Alors, il y a le corps, ok, il y a les yeux et mon épaule, mais c'est plus la tête, en fait. C'est plus le mental qui est en mode, en arrêt sur image, quoi. T'as plus forcément l'envie, donc t'es plus en accord avec l'ancien Lorenzo. Tu vois, c'est un peu comme si tu faisais pause et que tu te fais chier. Mais sans avoir la capacité de pouvoir faire play. Parce qu'aujourd'hui, tu te fais chier, machin, poum, tu appuies sur play, tu changes le jeu, tu changes de jeu de société, tu vois. Aujourd'hui, tu changes la disquette. Et là, tu n'as pas envie. J'en avais pas envie. J'avais pas envie de faire play. Je subissais. Voilà, le mot, à ce moment-là, je suis en résignation et je subis. Je subis. J'ai les bras ballants le long du corps et puis je suis à droite. Ah, on me dit de faire ça. Mais j'ai quand même mon intuition qui me dit, hey, attention, au niveau business, j'ai 2-3 trucs qui, heureusement, m'ont fait faire. J'ai eu des fulgurances qui me font dire, hey, attention, on ne va pas dans la bonne direction. Faites quelque chose là. Débrouillez-vous, faites quelque chose. Et j'ai changé des choses qui ont permis aujourd'hui d'obtenir des victoires. Ah ouais, de survivre, ouais, ça a été clair. Et je te dis, j'ai fait un. Tu avais suffisamment de revenus dans tous les cas pour vivre sans oui, problème. Oui, parce que j'avais toujours des revenus de mes entreprises, de mes activités. Donc, j'ai plus besoin. D'ailleurs, aujourd'hui, ça c'est important, c'est que aujourd'hui, je vois la vie différemment. Aujourd'hui, et ça a commencé. J'ai fait un beau teaser tout à l'heure en disant en juillet 2019, mais c'est ça. Exactement. On a fait un cliffhanger. J'ai fait un cliffhanger. À partir de juillet, je pars aux États-Unis. Là, je n'arrive pas à dormir. Où je me réveille très tôt, vers 4-5 heures. Bon, avec le décalage, c'est facile, mais aux États-Unis, je ne sais pas pourquoi, il y a un truc qui me dérange. Je suis pas à l'aise. J'ai pris des décisions où j'ai mis à la tête d'une de mes entreprises, de l'Earnybox, des personnes, et je le sens pas. Je le sens pas, et je me dis, je suis une connerie. Je fais une connerie. Parce que du coup, la décision que tu as prise, ça a été de mettre un directeur général pour devenir justement le chef à ta place. Ouais, c'est ça. Et là, je me dis, c'est pas bon, c'est pas le bon truc. C'est pas ça. La personne n'est pas la bonne personne. Elle va me changer complètement tout l'état d'esprit de mon entreprise. Et c'est pas ça. Et je me laisse faire. Et à ce moment-là, comme je suis résigné, je me laisse faire. Mais en juillet, j'ai comme des flashs. Juillet, et ça continue. Je pars après en Sicile, et on est dans les alentours du 12-13 août, et là, bam, ça me prend comme une intuition instantanée, et là, je me dis, il faut pas faire ça, il faut changer autrement. Et là, je prends une décision extrêmement radicale, et je prends, à mon sens, la bonne décision, puisqu'aujourd'hui, ça a été une très, très bonne décision. Et je me souviens très bien parce que le 27 août, je vais sur scène et je décide de changer sur scène, je décide un nouveau départ. D'ailleurs, le séminaire de mon pote David Collon s'appelle Nouveau départ. Et je leur dis à tous, il y a 300-400 personnes dans la salle, je dis, je vais faire un nouveau départ, je vais vous expliquer quoi. Et donc, tu avais déjà repris les scènes, etc. Tu avais déjà repris les conférences. C'était la première scène, c'était la première fois. La première fois que tu es retourné au boulot, sur scène. Pas au boulot, justement. C'est là que c'est assez intéressant. C'est, pour moi, ma vie, c'est je ne veux plus bosser. Je ne veux plus bosser, je ne veux faire que ce que j'aime.
Et aujourd'hui, d'ailleurs, je ne fais plus que ce que j'aime. Et c'est pour tous ceux qui se posent la question de savoir, il faut bosser, 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 bosser. En fait, j'ai pris conscience que oui, il faut bosser, mais il faut surtout faire uniquement des choses qui te mettent en joie, qui sont faciles et qui te rapportent. Joie, facilité, gain. Joie, contribution, gain. Et c'est tout. Et c'est le seul truc qui me fait triper aujourd'hui. C'est de faire des choses, par exemple là, tu vois, je passe un super moment avec toi et ça voilà, je sais que ça va contribuer à aider d'autres personnes. Je sais que ça va m'épanouir, ça va épanouir d'autres personnes, ça va faire grandir le monde, d'accord? Et donc, c'est un moment important et chouette. Si tout à coup je me mets à faire de la compta, je sais que ce n'est pas quelque chose qui m'amuse. Sauf quand je vois en bas à droite un chiffre intéressant. Mais il suffit juste de me donner les chiffres intéressants. Mais si je dois me plonger dans l'administratif, la compta ou monter un meuble, ça ne me plaît pas. Donc, je ne fais pas. Et maintenant, je ne fonctionne que comme ça. Ça me met en joie, c'est facile, ça me rapporte, je fais. Ça me met en joie, mais ce n'est pas facile et ça ne me rapporte pas, je ne fais pas. Pour arriver jusque-là, il a quand même fallu que pour débloquer le facile, parce que le facile n'est pas facile. Le facile devient facile pour toi, mais est super compliqué pour les autres. On est d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Je pense tout peut être facile pour n'importe qui à partir du moment. Ce qui n'est pas facile, c'est par exemple de déléguer. Tu le sais. Tu sais que ce n'est pas facile au début de déléguer. Mais c'est peut-être un travail sur soi de se dire, prenons un exemple de montage. Le montage, c'est un métier. Tout le monde peut faire du montage. Mais moi je n'ai pas envie de perdre 6 heures à faire du montage. Donc, je délègue mon montage. Plutôt que, je me dis qu'un monteur peut, pour 25 euros, 20 euros de l'heure, faire du montage, moi, je vaux beaucoup plus que 20 euros de l'heure. Donc, pourquoi est-ce que je vais m'embêter à faire du montage pas bien, alors que tu as des gens qui sont super bons? Et autant déléguer le montage. Pareil pour la compta, pareil pour la TVA. C'est ça que je te dis facile. C'est-à-dire que typiquement, pour moi, faire un bon montage, c'est pas facile. Pour un mec qui est passionné de montage, c'est facile. Exactement. Ce que je dis souvent, et j'en ai parlé beaucoup dans mon cours sur le Ikigai, c'est trouver le truc qui, à vous, vous fait plaisir, qui pour vous est facile et qui pour plein d'autres gens, c'est une tannée à faire. C'est ça. Et faites ça et ne faites que ça. En effet, c'est un peu le… Et ne faites que ça, parce que moi, j'avais suivi des cours d'énéagramme il y a quelques années de cela, qui est sur la connaissance de soi pour mieux communiquer avec l'autre, et qui part de la pensée positive, de la psychologie positive, et qui dit quelles sont tes forces, quelles sont tes facilités, quels sont tes talents, et de focaliser toute ton attention là-dessus. Tout le reste, tu le délègues. Alors, il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais bon, ça coûte cher de déléguer. » Oui, mais ça coûte cher aussi de faire des choses qui ne sont pas dans ton flux. Parce que si tu t'énerves à faire des choses parce que tu n'es pas bien, tu ne gagnes rien. Tu ne gagnes rien. Clair. Donc voilà, il faut trouver le moyen de déléguer les choses qui ne sont pas dans ton flux et tu gagnes beaucoup plus au final. Qu'est-ce que tu as retenu du coup de cette phase un peu d'introspection, de cette phase de transition, de changement forte, post-dépression, du coup, quand tu vas commencer un peu à reprendre goût à faire les choses, à retrouver un peu ta passion, à te reconnecter à toi. Qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris un truc… j'ai retrouvé progressivement la spontanéité, de la folie, ma passion. Par exemple, c'est tout bête. En août donc 2019, je décide de me lancer dans une aventure qui est de revenir un peu à mes premiers pas, qui est la radio et la télé. Donc, je décide de créer l'univers dans lequel je suis aujourd'hui, qui est le Lorenzo Show. Et je crée un studio web TV avec des lumières, avec des caméras qui bougent toutes seules, etc. Un studio qui me faisait plaisir. J'ai investi dedans, je me suis fait plaisir. Et puis, j'ai lancé une émission en me disant, je vais tout arrêter. Je vais tout arrêter, mes formations, comme toi, tu as fait avec l'e-commerce, tu vois, où je dis, j'arrête tout. J'arrête tout, je vends plus de coaching, je vends plus de formation, j'arrête tout. Ça m'intéresse plus. Que ça.
je ne fais que de la radio et j'invite des gens et on va vendre en affiliation et ça sera génial et ça va être super. Je pars en mode yalla, je réfléchis pas. Et je monte le truc, ça se monte. Quelques mois plus tard, je lance le truc, j'engage une responsable pour gérer la production complète, j'engage plein de gens, et tout à coup, je me retrouve avec des charges terribles et plus rien qui rentre. Et on est à la veille du Covid, du confinement, du premier confinement. Et pendant 4 mois, tout à coup, je me rends compte que je ne gagne plus rien. Et là, je suis là. Au fait, il n'y a plus rien qui rentre là, mais j'arrête pas de payer les factures, mais il n'y a plus rien qui rentre. Et On a dû se tromper. On a dû se tromper quelque part, oui. C'était bien, mais mon idée, elle est rigolote, mais non, il faut que je change. Ça génère pas un bal. Et donc, là où il y a quelques années de cela, j'aurais dit ouais, je m'accroche. Et puis, non, tu sais, l'ego et ton côté je veux y arriver, ton besoin de gagner, j'ai raison, vous inquiétez pas, j'ai raison. Là, en fait, je suis devenu beaucoup plus versatile et humble. C'est-à-dire qu'en gros, quand je me plante de chemin, alors qu'avant, j'aurais fait double axel, triple salto, bonjour, salut, c'est moi Dédel, ben là, j'ai fait juste stop, on arrête et on va prendre un nouvel axe. Et je me justifie de rien. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment compris, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai plus besoin de me justifier de mes erreurs. Je n'ai pas besoin de me justifier parce que je change d'axe. C'est juste, j'en ai marre. Tu te souviens de Forrest Gump? Il court, et puis un beau jour, il en a marre, il est fatigué, il rentre à la maison dans l'Alabama. Ben voilà, là, j'ai fait ça, c'était chouette, mais ça, c'est pas ce que je voulais vraiment. Donc, je change d'axe et je vais vers un autre axe, un axe qui me plaît. Et si tout à coup je m'ennuie, ben, je passe à autre chose. Ça va rester autour de la radio et de la com, du coup, quand même, j'imagine. On va pas. Ah oui. Mais en fait, j'ai changé l'axe au début. L'axe projet, l'axe de revenu. Voilà, exactement. Business model. Et puis finalement, je me suis rendu compte que j'ai relancé, je me suis recentré sur ce que j'aimais faire, c'est-à-dire en gros, être la voix off, l'animation radio, télé, aider les gens. Tes premiers trucs. Voilà, mes premiers amours. Et ça a été un carton instantané. Pendant le Covid, il y a eu plein de gens qui avaient besoin d'apprendre à parler face caméra au micro. Je me suis dit, pourquoi? Il y a plein de gens qui sont revenus vers moi en me disant, Lorenzo, est-ce que tu peux me donner des cours de voix off, d'animation radio, télé? Je dis, si tu veux. Et ça a été un carton. Et aujourd'hui, j'ai rechangé complètement mon axe. J'ai refait des masterclass, et ça a été un carton hallucinant. Et tout simplement parce que je suis en accord avec ça. Ça me met en joie. C'est super facile pour moi. Et puis ça rapporte. Donc voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les différentes entreprises, tu pourrais ne pas bosser pour payer ton train de vie ou pas? Tu parles de liberté financière. Oui, je parle de ne pas avoir à bosser tous les jours pour gagner ta vie. Ah oui. Pourquoi tu le fais du coup? Pourquoi tu continues de bosser? Pourquoi tu continues de créer des projets? Alors, je continue de créer des projets, mais je m'investis plus comme avant. Par exemple, toute la partie LearnyBox, je suis plus du tout opérationnel. Je laisse, j'ai des gens qui gèrent, j'ai des directeurs de marketing généraux, etc., qui gèrent. Moi, je suis plus du tout. Je suis en mode CEO à l'Aigle, en haut du Grand Canyon, qui va regarder si tout va bien. Et c'est tout. Dans LPA, Lorenzo Bonchino Academy, je suis en mode sale gosse et j'ai des équipes qui me disent non, là, attention, là, fais gaffe, là, il y a de l'eau. Ah, pardon, tu vois, ils me disent ce qu'il faut faire. Fais une vidéo pour ça. Ah bon, d'accord, ok. Mais je ne veux plus avoir à gérer l'opérationnel et le quotidien. Et ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un temps monstrueux avec mes filles, avec ma femme. Je peux me lever quand j'en ai envie. En fait, je pense que si je m'arrête, je me fais chier. C'est uniquement pour pas te faire chier que tu continues ou il y a
il y a d'autres choses qui te motivent, d'autres choses qui t'excitent? Est-ce que tu as encore Je des suis- challenges? Est-ce que tu as encore des Non, objectifs? non. Mon seul objectif, c'est de m'amuser. Mon Quel seul projet qui objectif, t'amuse, quoi? c'est de faire des trucs qui m'amusent. C'est de faire des trucs avec des trucs humains, tu vois, des moments de partager des choses, de contribuer à aider ça me plaît, ça aider les autres qui galèrent et alors que bah, pour moi c'est simple pour les remettre sur le bon rail. Ça c'est super simple. C'est passer des moments, tu vois, on parlait poker avant cette Ouais. interview, c'est revivre des moments de convivialité avec des potes. Voilà, c'est tous ces moments-là, c'est les moments qu'on oublie, c'est-à-dire des moments vrais où on se lâche. Tu connais cette citation de Lao Tse qui dit quand vous vous laissez aller à être qui vous êtes, vous devenez celui que vous rêvez d'être. Complètement. Ben, c'est ça. Aujourd'hui, je suis pleinement ce que j'ai toujours rêvé d'être. En fait, c'est que je me pose plus de questions. Et sur quoi tu as lâché alors? Comme le dit Lao Tzu, il faut lâcher. Oui, On lâche quoi? j'ai Alors, lâché. parce que lâcher prise, pour tous les gens qui suivent un peu le développement personnel ou un peu de méditation, etc., cette expression est certainement la pire au monde, hein. C'est-à-dire que moi, C'est j'ai terrible. vomi 4 fois quand quelqu'un, tu sais, le coach, il te dit, mais c'est simple, Lâche il prise. suffit de lâcher prise. Et là, tu lui mets une grosse mandale dans sa gueule, paf, tu vois, lâche prise sur celle-là, toi. J'ai lâché Non, prise. Hein. Eh bien compris, là, eh bien compris. Et je le dis des fois, je le dis à mes clients, je le dis en masterclass, je le dis à mes équipes et tout. Mais en fait, c'est un truc qui se vit. C'est-à-dire que tu peux pas le dire, ça veut rien dire. Par contre, quand tu le vis, à un moment donné, tu le sais. Tu lâches cette espèce de poids mental, tu lâches cette espèce de poids. Mais sur quoi tu as lâché et comment tu as fait pour lâcher du coup? Bah, j'ai lâché sur la notion de il faut travailler, il faut travailler. Si je ne travaille pas, il n'y a rien qui arrive. Ouais, Avec t'avais beaucoup encore de ça? tension. Ouais, j'avais beaucoup ça. C'est si tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Parce que je pense que c'était une de mes croyances qui tournait en bloc, à bloc dans ma tête. C'est sans travail. Éducation des parents qui se sont construits, qui t'ont donné le goût du travail. Ouais, je pense. Ouais, mon père était un artiste peintre, donc lui, il est plutôt libéré, mais il a toujours eu cette notion de travail. Il a eu toujours ma mère aussi m'a donné cette notion de travail, mais je pense que faire bien les choses, ça a toujours été quelque chose qui a joué à mon frère comment il est. Mes parents ont toujours eu cette notion de labeur. Mais ce qui est complètement vrai, ils ont raison. Laborum en latin. La quoi? Le quoi? Laborum en latin. Laborum, exact. Perseverari diabolicum. C'est que je pense qu'on ne peut pas arriver à quelque chose sans travail. Mais moi, j'ai un credo qui est clair, qui est extrêmement simple. C'est amuse. Ah, tu m'entends? C'est bon. Ouais. Je t'ai récupéré. Voilà, je disais, j'ai un credo qui est simple, qui est amuse-toi comme un enfant, sois sérieux comme un professionnel. C'est-à-dire que le travail doit être un amusement et non pas quelque chose qui doit te faire du mal. Quand il y a quelques années, juste avant mon AVC, je travaillais, j'étais dans la souffrance du travail parce qu'il fallait, j'étais devenu un chef d'entreprise d'une grosse boîte comme leur niveau. C'est compliqué. Et donc, j'étais comme ça. J'étais tendu, j'étais pas bien, j'étais pas dans mon flux. Et alors qu'aujourd'hui, mais qu'est-ce que je vole, je ne suis plus du tout dans cette notion de travail. J'ai travaillé beaucoup pour chercher l'excellence, pour m'améliorer. Voilà, comme toi, dans le développement personnel, mais ce n'est pas du travail. Tu fais tout pour t'améliorer et tu vas chercher. Tu vois, moi quand je suis devenu comédien voix off, je suis passé d'animateur radio à comédien voix off. Je me suis dit, si je veux faire partie des 50 meilleurs, il faut que j'aille voir les meilleurs coachs en voix. Et donc, je suis allé voir une coach qui s'appelle Yael Benzaken, qui m'a appris à poser ma voix, au lieu de forcer la voix, tu vois, ça me fait mal à chaque fois, c'est d'apprendre à parler avec la voix basse, aller chercher les voix, genre je les chante, ouais, des voix comme ça, être capable de faire, et d'incarner pleinement le personnage au moment où on est, au moment présent. Et le fait de maîtriser sa voix, ça te permet de maîtriser totalement ton être.
Donc, tu n'essayes plus d'être, tu es, tout simplement. Et ça, quand j'ai découvert ça, ça a été une révélation. Parce que je me suis dit, mais ça veut dire qu'en gros, quand tu maîtrises toute ta voix, tout ce que tu as à l'intérieur, tu maîtrises et tu ne subis plus l'extérieur. Et c'est génial. Donc voilà, ça, j'ai une première révélation avec ça. Et quelques années plus tard, savoir que tu maîtrises ta voix et qu'en plus, tu n'es plus obligé de travailler comme un forcené pour obtenir des résultats, ben ça fait un déclic. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est quand même que tu faisais déjà un métier de passion et que tu avais quand même une partie de tes journées qui était quand même un kiff. Tu es un succès, Ouais. donc tu as eu la chance de gagner de l'argent, de construire des entreprises profitables. Donc on imagine déjà que tu as quand même une vie, entre guillemets, assez Ouais. confortable, en tout cas par rapport à la moyenne. C'est une évidence, tu fais partie du top 1%. Et puis tu fais quand même un métier fun dans lequel tu animes. Donc j'ai envie de croire que c'est pas forcément non plus ce que tu fais, mais comment tu le fais, ou en tout cas ce que tu crées autour. Parce qu'il y avait quand même beaucoup du travail que tu faisais qui était quand même assez cool. Qu'est-ce que tu en penses de cette réflexion? Oui, tu as complètement raison. C'est tout ce que j'ai fait, mais parce que au fond de moi, je cherche toujours un métier fun, de liberté, qui m'anime. Si je m'ennuie dans un job, ça me plaît pas, boum. Mais j'avais toujours cette notion de tu dois travailler durement pour y arriver. Même en faisant quelque chose de cool, il y avait un Et oui, truc dans lequel tu te forçais d'une façon ou je d'une me autre. forçais, par exemple, je me suis rendu compte, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, toi, c'est au bout de la journée, tu as l'impression que tu as rempli ta journée avec plein de tâches, mais finalement, tu n'as rien fait. Ouais. Et tu combles tes journées avec des trucs à la con qui, finalement, tu te dis, mais t'as fait quoi? Tu n'as rien fait, en fait. Et tu crois Alors que tu que as… si j'avais fait dans cette journée ne serait-ce qu'une seule interview avec un Lorenzo Pancino, j'aurais réussi ma journée. On est d'accord ou pas? Voilà, c'est exactement ça. Hmm. C'est en gros là, tu vois, là, you make my day, and so you make my day. C'est ça, ça me suffit. Tu vois, là on ferme les robinets de l'interview. Je me dis, ah, c'est cool, je peux aller chercher mes filles. Tu vois, j'ai passé un bon J'ai pas moment. envie de te dire que j'ai eu une prise de conscience similaire, mais presque. Ah, On pourra en reparler, on pourra en creuser. C'est très très drôle d'ailleurs que tu me parles de ça. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on parle de ça aujourd'hui. Mais c'était pas le but. D'ailleurs, on est parti en mode très bah, développement comme d'hab. personnel, mais Ouais, comme d'hab. On est parti sur le flow, on s'est laissé guider. Euh, du coup, tu nous disais que la chose la plus importante du coup que tu avais gardée de cette expérience, c'était eh bien de lâcher la pression, de lâcher le lâcher devoir et prise. de Ouais. ne prendre que le kiff. Moi, j'aimerais te demander par rapport à ça, c'est est-ce que, comme tout bon être humain, au bout d'un moment, on oublie? On oublie quoi? Quand tu commencé à reprendre goût à tout ça, Mhm. j'imagine que tu devais avoir une énergie, une force particulière, fort de cette Ouais, expérience d'être passé à côté de la mort. ouais. Qu'est-ce que cette force t'a donné déjà? Et deuxièmement, est-ce qu'on oublie? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, est-ce qu'on ne se réancre pas dans des habitudes de merde et on oublie cette belle porte par laquelle on est passé? Oui, oui. Il est bon, hein, il est bon. Hein, ouais, tu oublies. Par exemple, avant mon AVC, pour moi, la santé n'était pas importante. Enfin, ça faisait partie de la vie de tous les jours. Je me dis, ça peut Tu pas faisais pas une m'arriver. attention particulière à Oui, tout ça ça. peut pas m'arriver, tu vois, ça peut pas m'arriver. Et Hmm. puis quand ça t'arrive, tout à coup, tu mets la santé en priorité. Et puis le temps passe et tout à coup, tu te rends compte que tu fais moins attention à ton hygiène de vie, à ta manière de vivre, etc. Hmm. Et ça devient une habitude, voilà, simple. Voilà. Maintenant, au niveau de l'énergie, ce qui est, ce qui est important, c'est que dès que je sens, je fais plus appel à mon intuition qu'à il faut que je fasse. Donc Hmm. aujourd'hui, par exemple, même dans mes rapports avec ma femme, avec mes enfants, je suis plus dans l'amusement, dans ce que je suis vraiment, dans l'amusement, dans le fun, et dès que je sens que le côté spartiate revient
parce que j'aime bien, moi, quand les choses sont un peu carrées, j'aime bien quand les choses sont propres et rangées. Dès que je sens le côté obscur qui revient, le diable qui revient en moi, j'ai comme une petite luciole qui revient. Sonnette. Attention, attention, attention. Ouais. Oh là. Donc des fois ça remonte et hop, j'ai compris qu'il valait mieux faire descendre parce que sinon ça crée de la tension, ça crée des choses qui ne sont pas utiles. Et même avec le boulot, c'est quelque chose qui a changé en moi. Ça, c'est clair. C'est marrant parce que moi aussi, je suis un obsédé du contrôle. Est-ce que quand tu as fait un peu ton auto ou ta psychanalyse de pourquoi ce besoin de contrôle, Mhm. moi, ce que j'ai appris sur moi, c'est que j'ai besoin justement que les choses soient cadrées, organisées, contrôle. C'est-à-dire que j'ai un calendrier dans lequel je mets même mes temps où je mange, etc. Enfin, j'essaye au maximum d'organiser mon truc pour pouvoir justement ne pas avoir à réfléchir et être complètement dans le kiff dans ce que je fais. En fait, c'est comme si je mettais des gouttières au bowling pour pouvoir tirer comme un débile en m'amusant sans vraiment réfléchir et m'assurer que finalement je vais toucher les quilles, tu vois. C'est comme ça que j'ai justifié mon besoin de contrôle et mon besoin d'organisation dans ma vie. J'étais pas quelqu'un de discipliné, d'organisé avant. Ça a un super impact. Sauf que pendant longtemps, j'étais très malheureux parce que je m'obligeais à me discipliner, à m'organiser. Et aujourd'hui, contrôler, organiser, cadrer pour moi, c'est l'autorisation de pouvoir improviser à l'intérieur. Est-ce que toi, tu vis un peu la même chose ou Ouais. pas du tout? Oui, oui. Pour moi, c'est simple quand ma discipline crée ma liberté. C'est dingue. C'est-à-dire qu'en gros, c'est parce que justement, c'est quand je me laisse aller à ne pas avoir de discipline que je ne me sens pas tout le temps bien. Par exemple, en ce moment, au moment où je ne suis pas très discipliné. Et je ne suis pas toujours fier de moi. Voilà, pas toujours fier de moi dans mon quotidien. Dans ce que je fais, je kiffe les moments de liberté, etc. Mais je me dis, tu vois, par exemple, j'ai repris 3-4 kilos, alors que c'était pas obligatoire. Je me laisse aller à manger des trucs à la con. Je dors tard alors que je pourrais me dormir plus tôt. Voilà, je ne fais pas attention, je ne me fixe pas de règles. T'es pas au top de ta discipline. Mais j'ai compris un truc, c'est qu'il y a des moments pour la discipline, puis il y a des moments pour lâcher prise. Pour lâcher prise. Et c'est exactement. Et je pense que si on est toujours au top, au bout d'un moment, il y a rupture. Quand on est toujours mou, au bout d'un moment, il y a rupture. Il faut des vagues. La vie, elle est faite de vagues. Regarde au théâtre. Si tu as toujours un truc au taquet, au bout d'un moment, ça t'emmerde. Dans un film, ça t'emmerde si tu es comme ça. Il faut des moments de vagues. Il faut la vague. Et cette vague, il y a des moments où j'aime bien avoir la discipline, des moments où j'aime bien lâcher prise. Et être toujours exemplaire, au moment donné, ça pète. C'est le saule et la chaîne. Le saule et la chaîne. Une métaphore très simple que j'ai gardée, qui m'a beaucoup plu, qui est à un moment donné, il faut ton corps est comme une voiture. À un moment donné, il faut que tu aies à la station-service pour remettre de l'essence. Il faut que tu prennes du temps pour te mettre en pause et remettre de l'essence, parce que si tu le fais pas, tu seras obligé de t'arrêter à un moment donné. Exactement. Mais c'est comme, tu sais, quand tu vas à la pêche au gros, avec le gros thon ou le marlin, si tu tires, tu chopes le gros thon et que tu tires et que tu lâches pas de laisse, au bout d'un moment, la ligne, elle pète. C'est exactement ça. C'est en gros, lâche du laisse, puis de temps en temps, puis quand tu auras envie, le seul bémol, c'est attention de ne pas tomber, encore une fois, du côté obscur de la force. C'est là, en gros, de se laisser aller à une loque, parce que c'est facile aussi de se dire ça va, c'est bon, Il faut avoir un garde-fou d'un côté, un garde-fou de l'autre, quoi. Et le garde-fou, c'est comme tu l'as dit avec tes rigoles là pour le bowling, tu sais, c'est qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, le garde-fou, ça peut être je rentre plus dans mon jean, tu vois. Mais ça peut être aussi j'ai encore envie,
quelle est ma motivation? Si j'ai envie encore de séduire, est-ce que j'ai envie encore de plaire à ma femme? Est-ce que j'ai encore envie de me sentir bien? Tu vois, quand je m'habille aujourd'hui, je me sens encore bien. Tu vois, donc quel est ton curseur? Quel est ton curseur? Ma règle aujourd'hui, Voilà. c'est jamais 2 jours d'affilée. Jamais 2 jours C'est-à-dire, d'affilée. t'as pas envie de Pareil, faire de sport, identique. t'as envie de bouffer un burger, Hmm. tu peux le faire aujourd'hui. Pas 2 jours d'affilée. Tu Excellent, c'est vois? excellent. Et moi, j'avais une règle que j'avais empruntée à Sylvester Stallone. Et Stallone, il disait du lundi 8 heures du matin au vendredi 20 heures, je suis dans la discipline de sport, je mange Optimal. optimal, je fais 2 heures de sport, je mange bien comme toi, tu sais, avec tac, 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 tout est carré. Du vendredi 20 heures au lundi 8 heures du matin, je fais ce que je veux. Ouais, Et ça peut ça, être aussi. je l'ai fait pendant 10-15 ans, c'est super. De toute façon, à un moment donné, il faut. Et ce qui est marrant aussi, c'est ça, hein, je suis tout à fait d'accord avec toi et je le reprends beaucoup. Le paradoxe de la liberté, c'est tu trouves ta liberté dans l'organisation et dans la discipline, parfois même un petit peu extrême, ne serait-ce que le fait d'avoir des résultats, pour avoir de vrais résultats sur ton corps, dans le sport, dans la Voilà. musculation, pour avoir des vrais résultats dans le fait d'apprendre à jouer un instrument, dans le fait d'avoir des vrais résultats dans le fait de développer un business. C'est les actions cumulées du quotidien, du tous les jours, qui Évidemment. vont te permettre d'avoir des résultats qui ont un vrai impact. Mais Et donc, il n'y a que la discipline qui nous amène ça. tu l'as dit, c'est-à-dire que si tu veux une liberté, la liberté, c'est pas juste le nihilisme ou on fait n'importe quoi. La liberté, c'est aussi obtenir des résultats. Et si tu ne peux pas obtenir des résultats sans une certaine discipline, avec suivre des process, ça t'amène ta liberté. En fait, c'est apporter une organisation pour que tu sois totalement libre. Et pour ça, tu es obligé de passer par certains process qui sont logiques. Donc, une certaine Complètement. discipline. Complètement d'accord avec toi, Lorenzo. Si on devait faire un peu la rétrospective et que tu étais un super-héros, ça serait quoi ton Ouais. super pouvoir? Mon super pouvoir, c'est euh, d'aider les gens. Je pense que mon super pouvoir, c'est d'élever les gens. C'est de donner toujours la patate aux gens. C'est de booster les gens et de les décomplexer. C'est que je pense que c'est ça. C'est de donner toujours un coup d'étincelle pour qu'ils puissent se relancer. Une impulsion? Une impulsion. L'impulsion, c'est très fort chez moi. Et les aider à Et qui te voir vient de toujours. où? Qui te vient de quoi? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur pour qu'il y ait l'impulsion déjà? Parce que moi, en fait, je pars du. Pour moi, ce que l'on crée, l'impact, l'inspiration, le coaching, tout ça n'est qu'un effet miroir. Donc, j'imagine que Ouais. tu es déjà ça d'abord pour toi-même. Et donc, du coup, ça vient d'où? Ça vient que pendant toute ma vie, avant de devenir animateur radio vedette sur Fun Radio ou autre, j'ai cherché pendant plusieurs années un mentor. J'ai cherché un maître qui pouvait me montrer le chemin et j'ai trouvé plein de coachs, j'ai trouvé plein de gens qui m'ont aidé à chercher l'excellence. Mais je n'ai pas trouvé la personne que je pouvais admirer et dire waouh, je vais suivre son parcours et ça va m'aider. Et un jour, je me suis rendu compte que j'avais créé mon propre mentorat, quoi. J'étais devenu moi-même en radio, en voix off. J'étais devenu, j'avais créé ma mentor. propre méthode, j'avais créé mon programme, j'avais créé ma propre discipline et en prenant du développement personnel, des techniques à droite, à gauche, j'ai créé mon propre truc à moi, ma méthode à moi. Et c'est là où je me suis dit, mais si moi, je peux le faire, alors que honnêtement, j'ai pas plus de. Quand je te vois, toi, animé là, en radio, là, comme on fait là, je me dis, mais tu as plus de talent que moi, je l'avais à l'époque, quand j'avais des millions d'auditeurs à la radio. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? C'est peut-être que j'y ai cru plus que les autres à ce moment-là. J'y ai cru plus et j'ai tout fait pour y arriver. Et j'ai toujours gardé cette positive attitude. Et c'est ça qui peut-être a fait la différence. Mais je pense que si moi j'y suis arrivé, je me dis toujours que si moi j'y suis arrivé, tout le monde peut y arriver. C'est ça qui crée la différence. J'ai eu
ma belle-sœur et mon beau-frère, ils m'ont fait un beau compliment il y a pas longtemps, qui m'ont dit, c'est fou, à chaque fois qu'on vient te voir, pourtant, même si on n'est pas dans une énergie haute, bah, tu es capable, on repart de vacances d'une semaine et on se dit, waouh, tout est possible. Et ça me fait plaisir. Parce que c'est vrai que je me dis que il n'y a rien qui peut nous arrêter. Je te la prends pas, toi. Mais c'est vrai que. C'est la trace que tu veux laisser, c'est l'héritage que tu Ouais. veux laisser. Ouais, c'est les enfants. Hey, les enfants, tout est possible, mais bouge-toi un peu les fesses, quoi. Bouge-toi les fesses. Tu es obligé de passer. Si tu penses que tout est possible parce que papa il va payer derrière, laisse tomber. Rends-toi les choses faciles. Moi, j'ai tout fait pour me rendre la vie simple, la vie de liberté, la vie de facile. Mais j'ai bossé comme un taré pour y arriver. J'ai bossé. Par exemple, on m'a dit de devenir voix off, devenir un comédien voix off. Moi, j'ai répété des centaines et des centaines de fois chaque intention pour pouvoir chercher vraiment le ton idéal. Et aujourd'hui, tu me demandes instantanément, dans un instant, tu vois, dans un instant, découvrez sur M6, tu vois, juste ça. Ben, il y a des gens qui vont mettre des heures et des heures pour trouver le juste dans un instant, 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 dans un instant. Tu vois, être capable de maîtriser juste ça sur 3 mots, ben, il y a des gens qui vont mettre des heures et des heures. Mais moi, j'ai tellement bossé pour arriver à faire le dans un instant idéal qu'aujourd'hui, ça sort instantanément. Et il n'y a pas de travail. C'est le travail en amont. C'est le travail en amont, c'est chercher toujours à s'améliorer pour chercher. Parce que là, tu vois, là, être capable de faire ça, ça crée en moi de la liberté. Je suis libre, je n'ai pas de tension, je n'ai pas de grain de sable. Je le fais naturellement, c'est devenu une seconde nature. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Tu es en tout cas, et ça c'est évident, une force de la nature, c'est clair et net. Et cette transmission d'énergie, je pense que l'intégralité des auditeurs, que ce soit en audio ou en vidéo, ils le ressentent, ils le vivent. Et ils sortiront de ce podcast avec plus d'énergie qu'avec lequel ils sont arrivés, j'en suis persuadé. Merci. J'ai une question sur ça, moi, avant de te faire une dernière question pour clôturer notre sujet. C'est, est-ce que ça te rend heureux, du coup, c'est ça aujourd'hui le bonheur pour toi? Qu'est-ce que le bonheur pour toi? Et j'aimerais savoir, parce que j'ai la croyance aujourd'hui que l'être humain est égoïste, même l'être humain le plus altruiste qui soit était au final égoïste. Et donc, est-ce que c'est le fait de savoir que tu as eu un impact dans la vie de ces gens-là qui te rend heureux? Est-ce que c'est leur résultat qui te rend heureux? En essayant d'être complètement sincère avec toi-même, c'est quoi ta définition du bonheur? Ma définition du bonheur, elle n'a rien à voir avec tout ça. Ma définition du bonheur, c'est au moment présent où je vis les trucs, je suis bien. Je suis bien et je ne suis pas en train de me dire là, j'angoisse parce que je fais rien, ou j'angoisse parce que j'ai pas fait ça, ou j'angoisse. Non, ma définition du bonheur, c'est je suis bien au moment présent. Tu vois, avec Enzo, là, en ce moment, je suis bien et je suis heureux. Je vais quitter Enzo, je vais me faire couper les cheveux, je vais être bien. C'est chaque moment. Moment présent, du coup. Le moment présent, carpe diem, tu vois, c'est carpe diem. Et il y a des moments où je suis angoissé, hein, il y a des moments où, les seuls moments aujourd'hui où j'angoisse, c'est parce que quand je pense à la violence autour de mes enfants, c'est-à-dire quand je me dis, il peut arriver des trucs que je ne peux pas contrôler, parce que si ma fille, elle prend le bus et que tout à coup, elle est… ça m'angoisse. Ça m'angoisse qu'il arrive quelque chose à mes enfants. Voilà, mais sinon, tout le reste, c'est que du bonheur. Quand je suis avec ma femme, aujourd'hui, je vis des moments extraordinaires avec elle, je vis des moments extraordinaires avec mes enfants, avec ma mère qui est revenue après 3 semaines de réanimation. Voilà, du Covid. Voilà. Maintenant, ce qui peut parfois m'angoisser, c'est… mais ça n'entache pas mon bonheur, c'est juste que je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir, là, avec ce qui se passe. Tous ces changements. Voilà.
mais ça n'enlève pas mon bonheur du quotidien parce Mais que en tout cas, voilà, tu le vois et tu décides de pas alimenter justement ce côté ouais, obscur comme tu le disais, non, quoi. non, 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 je le vois, je me dis, Il y a mais beaucoup il y a beaucoup de principes un peu fondamentaux qui ressemblent un peu aux principes fondamentaux du bouddhisme, du développement personnel dans ce que tu ressors. C'est assez fou finalement, hein. On disait, tu es un peu le moine je m'en foutiste. Mais finalement, il y a cette notion très. Enfin, tout tourne autour de ça, j'ai l'impression, autant dans ton métier que dans tes moments perso. Cette notion d'être présent dans l'instant, de le kiffer, etc. De réussir à prendre une perspective différente quand il y a le côté obscur qui se pointe et de choisir d'alimenter plutôt la lumière. Tout ça, finalement, c'est un peu des grands fondamentaux que l'on va retrouver dans beaucoup je d'œuvres pense que c'est des grands fondamentaux de beaucoup de de philosophes, la de vie, beaucoup finalement. de la vie. Je pense que la vie, elle est, et la recherche du bonheur, du film superbe d'ailleurs avec Will Smith et son fils, la Hmm. recherche du bonheur, c'est ça, c'est en gros, d'ailleurs ça me fait des petits frissons, tu vois, c'est être capable de, quoi qu'il se passe, de chercher le côté positif des choses parce que à quoi ça sert de vivre une vie de merde alors qu'il y a plein de choses autour, tu vois, là, il y a du soleil, il y a un rayon de soleil qui rentre dans le studio. Je me dis, waouh, c'est génial. Maintenant, oui, c'est tellement aussi facile de dire, ouais, mais il faut payer les factures, ouais, mais j'ai pas de boulot, ouais, mais mon patron, il est nul, ouais, mais Hmm. moi, et attention, je suis pas en train de dire que c'est pas une réalité, c'est réel. Moi aussi, j'ai vécu des moments de merde, j'ai vécu jusqu'à 400 000 euros de dette. Quand tu as jusqu'à 400 000 euros de dette, bah, t'es pas bien. T'es pas bien et tu peux pas dire que tu es heureux. Mais justement, j'ai réussi à éliminer ces 400 000 euros de dette parce que j'avais cette vision du positif. Parce que j'aime, moi, visualiser des choses positives qui peuvent m'arriver dans la vie. Et c'est arrivé. Donc, à partir du moment où on apporte euh, du positif et que chaque jour, chaque pierre que tu poses, c'est une pierre sur laquelle tu peux vraiment mettre tes pieds, tu peux vraiment bien t'installer, bah, la deuxième pierre, elle va être aussi bien installée, troisième, et tu vas créer ton propre chemin. Et pour moi, tu sais, je reviens toujours à ce que mon père disait, c'est la vie, elle est simple. C'est soit tu craques l'allumette et tu allumes ton chemin, soit tu laisses l'allumette dans la boîte et tu restes dans l'obscurité. Qu'est-ce que tu choisis pour ta vie? Et c'est ni bien ni mal, c'est juste un choix à faire finalement. C'est ni bien ni mal, voilà. Tu as le droit de rester dans la boîte. Quel plaisir ce moment de sagesse. Merci Lorenzo pour ce partage. J'aurais une dernière question du coup sur cet événement un peu tragique. C'est du coup l'environnement dans lequel on vit, les gens qui sont autour de nous. Euh, Est-ce que ça a changé quelque chose par exemple dans ta relation avec ta femme qui était j'imagine la première concernée, tes enfants, ta famille autour de toi? Est-ce que les gens ont pris conscience du coup que tu es passé par une petite porte et ils te choient et ça dure 3 mois? Est-ce que vraiment eux-mêmes, ils ont un vrai électrochoc du goût de la vie, de l'urgence de vivre? Comment ça s'est passé pour les gens autour de toi? Il y a eu un vrai électrochoc du côté de ma femme qui a été extraordinaire à s'occuper de moi. Mes enfants aussi, ils ont été. Tout le monde a été. Il y a eu un électrochoc parce que justement, moi qui suis toujours en zébulon à courir dans tous les sens, tout à coup, poum, tout s'arrête et Lorenzo, tout à coup, il n'existe plus comme on a l'habitude de le voir. Ouais. En revanche, au bout de 6 mois, je dirais au bout de 6 mois, ça revient comme avant, hein. C'est-à-dire que, puis moi, j'ai une tendance à pas forcément me plaindre des choses qui m'arrivent, donc je fais vite oublier qu'il m'est arrivé quelque chose. Donc, Hmm. des fois, les gens qui m'entourent oublient que je vois plus forcément comme avant. Hmm. Et par exemple, quand je suis à table, ça m'arrive très régulièrement. Si tu m'invites à table, ne mets pas des verres à pied, parce que je ne les vois pas. Donc, je les Hmm. renverse. Mais sinon, j'ai envie de dire que leur vie n'a. Ça revient très, très vite à la normale. Est-ce qu'il y a Ça quand revient même, très, très vite à la est-ce qu'il y a normale. quand même des choses qui ont changé, par exemple, dans ta relation de couple, ta capacité à exprimer peut-être tes sentiments, ta capacité peut-être à plus profiter des moments de ton côté ou du côté de ta femme, ou même chose, la routine reprend vite ses droits? Non, non, là
ma femme reconnaît que je suis beaucoup plus là, beaucoup plus présent. Les enfants aussi, même si ça fait partie de leur quotidien, puisque maintenant ça fait partie du quotidien. Papa, il est toujours là, mais je leur montre que je suis là, quoi. Avant, j'étais toujours. C'est marrant quand ma petite Serena, elle me disait, mais de toute façon, toi, on peut pas te déranger, tu travailles toujours. Aujourd'hui, elle dit plus ça. Aujourd'hui, elle voit que je suis toujours disponible, quoi. Donc ça a changé. Et donc, vis-à-vis de ma femme et de mes enfants, c'est plus du tout la même chose. Quand il y a des gens ou des amis qui viennent en vacances, je suis là. Je ne suis pas tout le temps en train de bosser. Alors qu'avant, je bossais tout le temps. J'ai eu une expérience, tu es en train de me faire écho, je suis en train de prendre une claque gentiment là. Ma femme ne me demande rien parce que je suis toujours en train de bosser, elle n'ose pas demander. Et mon père, la dernière fois, a appelé une société de marketing pour développer son truc parce qu'il est en train de développer son petit truc. Et il m'a envoyé un devis en me disant qu'est-ce que t'en penses, est-ce que c'est bien? Je lui ai dit mais t'es fou quoi, c'est de la merde, pourquoi tu m'as pas appelé plus tôt? T'es jamais dispo. T'es jamais dispo. Il faut faire attention à ça. Faire attention à ça parce qu'on donne très vite l'impression qu'on n'est jamais dispo. Mais moi je trouvais ça bien parce que alors je vais te partager quelque chose de très intime. Je trouvais ça bien parce que j'avais l'impression d'avoir réussi, tu sais. C'est le côté si t'es occupé, si t'es pas dispo et que tu bosses, c'est au final que bah, c'est une bonne chose, tu vois. Et moi j'avais besoin que mes parents à un moment donné le comprennent aussi. Parce que bon, quand tu leur dis que tu travailles à la maison, ils comprennent pas toujours. C'est vrai. Je suis en train d'avoir une belle prise de conscience là en tout cas. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Enzo, parce que ça doit faire écho dans la tête de beaucoup de gens, c'est qu'on veut toujours déjà que nos parents soient fiers de nous, donc on veut montrer qu'on a réussi. Et être occupé, c'est comme ce qu'on voit à la télé, les grands patrons sont toujours occupés, tu sais, ils sont indisponibles. Oui, écoutez, vous avez 3 minutes pour me parler de vous. Voilà, c'est vous. Et le truc, c'est que est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie, quoi? Est-ce que c'est ça que tu as envie de montrer? Je pense qu'à ceux que tu aimes, si du jour au lendemain tu disparais, bah, tu vas montrer une image de quelqu'un qui était toujours occupé, quoi. Et est-ce que c'est vraiment ça? Alors que, par exemple, Enzo, je pense que sa première pensée, c'est va vers le kiff, pas forcément vers le taf. Ouais. C'est pas tu vois? Mais il faut que ça fait ça. Tu sais que ça a été dur, ça, d'accepter que j'étais pas le hard worker que je voulais être ou que je pensais vouloir être. C'est pas facile, c'est pas facile du tout. Je me suis beaucoup développé avec l'inspiration de Gary Vee, que tu connais certainement, un grand influenceur aujourd'hui qui pousse justement au travail compliqué, de s'en sortir à la sueur du travail, qui pousse finalement un dur labeur quand même s'il pousse un labeur intelligent, il pousse quand même un dur labeur. Et moi, c'était ça. C'est-à-dire que moi, j'avais cette croyance que j'étais pas plus intelligent qu'un autre, mais par contre, que moi, j'allais pas lâcher par rapport à un autre. Et c'est ce qui allait me faire gagner. Et donc, j'ai bossé beaucoup avec cette vision-là. Et puis, il y a peut-être 6 mois, 1 an, je me rends compte que j'aime bien rien foutre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je suis en train de me transformer progressivement en un philosophe. Et j'adore discuter. Et tu remplis mon agenda de rendez-vous avec Lorenzo Pancillo, je suis le roi du monde, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que, ben non, ça me faisait chier en fait de réfléchir au marketing, de faire des pages, de tester des techniques, des machins, des trucs. Tout ça n'a aucun impact dans mon bonheur et sur ma capacité à être bien. Et ça a été un peu une désillusion, tu vois. Ça a été dur à accepter parce que j'aimais bien cette casquette, cette carapace du travailleur dur. Et puis, ça me donnait pourquoi un peu pour le retour des gens, parce que tu avais une certaine forme de mérite finalement, un mérite social presque, tu vois. Alors que quand tu fais rien et que tu te la coules douce, tu culpabilises. Complètement. Alors aujourd'hui, beaucoup moins. Hein. Aujourd'hui, le kiff. Donc là, par exemple, j'ai ouvert mon ordinateur avec toi. Bon, il était 9h, il n'était pas non plus 11h, tu vois. Mais j'ai ouvert mon ordinateur avec toi. Puis avant, je suis parti marcher, courir, méditer face à la mer. J'ai appris à prendre du temps sans culpabiliser de le faire, tu vois.
Ouais, il y a pire en même temps hein, Il y a pire dans la vie. Hein. que d'aller se balader sur la mer. Mais Faut tu que j'aille me vois, balader sur la mer. j'ai eu ça sans savoir en profiter, je pense, pendant longtemps. Mais t'as quel âge aujourd'hui, Enzo? 28, je vieillis, tonton, putain. Arrête, il a Non mais 28 t'imagines, ans. on s'est connus, j'étais 28 dans le ans. début de ma vingtaine, Non mais j'étais dans la stratégie du 28 petit ans. scarabée. 28 ans, c'est-à-dire que j'ai le double de vie de lui. Et donc, je pourrais en effet être ton père et être, par Clairement. exemple, avec ta mère. et Mollo avec les mamans. non, mais imagine. Donc, et aujourd'hui, il pense à 28 ans, ce que j'ai mis, moi, presque 50 ans de ma vie à imaginer. Donc, Ouais, mais peut-être que dans 10 ans, j'aurai envie de travailler à Fun Radio et de me jeter d'un avion, tu vois, on verra. Peut-être que tout est inversé aussi, hein. Je sais pas. oui, mais c'est pas grave. Le truc, c'est que tout le travail que tu fais, moi, à 28 ans, j'en étais pas là. La seule chose à laquelle je pensais, c'était réussir. Je voulais réussir dans les médias, je voulais être animateur radio, tu vois, j'étais à fond dans le côté réussir parce qu'il n'y avait que ça qui comptait. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que le web, l'e-commerce, comme tu dis, les formations en ligne, tout ça, a accéléré le côté business. Moi, à 28 ans, j'avais un gros problème, c'est que j'étais persuadé que je ne pouvais pas devenir chef d'entreprise. Parce que j'étais nul en maths, j'étais nul en organisation. Oui, ton process voilà. a démarré oui, plus tard beaucoup aussi plus que tard. le mien. Ah oui, ton toi, process artistique a démarré avant. Ouais. Voilà, mon process artistique a démarré avant. J'étais persuadé, mais au fond de moi, mais c'est comme tu l'as dit, c'est que tu t'es accroché pour, tu sais, on met le dernier coup de tête, boum, pour passer la ligne d'arrivée. Ben, c'est ça. Et je pense que ceux qui arrivent aujourd'hui, ce sont ceux qui ont le dernier coup de rein. Et c'est eux qui vont dépasser les autres. J'aime l'analogie du coup de rein, elle me plaît beaucoup. J'ai une dernière question qui m'est venue. Tu sais que ça fait 3 fois que tu dis que c'est ta dernière question. Ouais, mais t'adores, avoue, t'adores. Oui, le seul truc, c'est faut y aller parce qu'après, moi, j'ai une masterclass qui démarre dans 1 heure et il faut juste avec une de mes coachs, mais t'inquiète pas. Je te libère dans 5 minutes. On clôture juste sur cette question. Avec grand plaisir, c'est un grand plaisir, donc vas-y. Parce que tout ça m'a fait réfléchir à un exercice de dev perso que l'on fait souvent et que tu as peut-être même imaginé durant cette phase pourrie. Et du coup, j'aimerais te poser cette question. C'est que si demain tu venais à mourir, qu'est-ce que tu aimerais léguer? Quel est l'héritage que tu veux impérativement laisser? Et qu'est-ce qui serait important le jour de ton enterrement, les gens qui sont là? Tu vois, vraiment le truc un peu testimonial, quoi. Je sais pas comment on appelle ça en français. Ton testament, voilà. Ton testament, votre testimonial, oui. Qu'est-ce que j'aimerais léguer? Déjà, j'aimerais que mes enfants et ma femme ne soient pas dans le besoin du tout. Est-ce qu'on y pense? Est-ce qu'on y pense? Ouais. Forcément, on y pense. Ouais. Moi, je veux vraiment qu'elle soit libre. C'est-à-dire que tout ce que je fais aujourd'hui, c'est aussi pour qu'elle ne soit pas dans le besoin, dans la dèche. Ça, c'est important pour qu'elle soit tranquille. Voilà. Et qu'elle puisse créer leur vie comme elles le veulent. Et puis, ce que je voudrais, c'est qu'elle pense à moi en se disant oh, mais papa, il disait toujours que voilà, si tu ne rêves pas, comment veux-tu que tes rêves deviennent réalité? Donc, vas-y, passe à l'action. J'ai envie que le côté positif des choses soit toujours là et qu'elles aient toujours cette notion de on peut y arriver, il faut trouver des solutions, on va y arriver. Allez, on va y arriver. Ça, si déjà rien que ça, je lègue ça, waouh, ça serait déjà énorme parce que tout le reste, c'est que du mode d'emploi, quoi. Ce que je voudrais léguer, l'impulsion, la confiance en soi de réussir et de réussir sa vie et aller chercher le bonheur en soi. Et le bonheur, il n'est pas dans tes TikTok ou dans ton téléphone, il est en toi. Et va chercher bonheur, quoi. Va chercher bonheur. Va chercher bonheur chez Thomas Juno. Merci pour cette vieille pub que tu viens de me faire remonter.
Eh ben, c'est un vrai grand plaisir. Merci beaucoup, Merci à toi. Lorenzo, d'avoir illuminé cette 1h30 avec moi et pour tous les gens qui vont nous suivre. Mettez un maximum de likes, de commentaires, de messages pour Lorenzo. Envoyez-lui de l'amour. On va mettre bien Merci. évidemment tous ces liens juste en dessous. Si vous voulez aujourd'hui qu'il soit également l'impulsion, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle, allez suivre son contenu. Allez suivre ses académies, travaillez avec lui si vous cherchez à développer votre voix, votre image en vidéo. LorenzoPancino.com, hein, LorenzoPancino.com, tu regardes, c'est facile. Il y a tous mes univers qui sont là. Tout est là. Lorenzo, merci beaucoup d'être venu partager en toute transparence, en toute authenticité cette expérience Merci. pas forcément facile, ces pépites de sagesse. J'espère à tous que vous avez pu retenir un petit peu de gaieté, de joie de vivre, d'amour, d'urgence de vivre, d'envie de faire les choses qui vous passionnent. Merci Lorenzo d'être venu le partager. Et Merci puis, on se Enzo, dit c'était un évidemment bonheur. rendez-vous notre prochain À épisode. très très bientôt. Merci beaucoup Lorenzo. Ciao, ciao. Salut Enzo. Merci beaucoup à Lorenzo Pancino d'être venu nous partager ces perles de sagesse. Lorenzo, quelqu'un que j'adore, quelqu'un que j'apprécie et quelqu'un qui est un mentor pour moi. Et c'est un vrai plaisir déjà de l'avoir encore avec nous et de pouvoir écouter et me servir et intégrer de toutes ces pépites, de toutes ces perles dont il nous parle aujourd'hui. Je compte bien ne pas avoir besoin de vivre un AVC pour intégrer et appliquer tous les bons conseils qu'il nous a donnés. Et vous, qu'est-ce que vous allez en faire? Laissez un maximum de likes, un maximum d'amour dans les commentaires juste en dessous. Abonnez-vous à la chaîne bien évidemment pour découvrir de nouvelles interviews, de nouveaux plans d'action pour transformer votre vie. Et découvrez le premier lien dans la description, notre nouvelle formation gratuite, Réveillez le leader qui est en vous. Des plans d'action les amis, une formation, développement personnel pour réveiller la motivation intrinsèque que vous avez au fond et impacter votre vie et votre business. Checkez ça, c'est juste en dessous. À très bientôt dans une prochaine interview.